Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le soir du mardi 8 février 1949, une tempête s'élève sur l'océan Atlantique. D'énormes rouleaux de vagues déferlent sur la plage des Sables d'Olonne et, plus loin, se brisent sur les rochers. Une tempête est un beau spectacle, surtout si on le contemple à partir du rivage, les pieds au sec en toute tranquillité. Le mercredi 9 février, après le déjeuner à la cantine, un moniteur de la colonie de Saint-Jean-d'Ambestier dit aux enfants « Ah, aujourd'hui, la promenade, ça va être du tonnerre. Chouette, vous nous emmenez loin? Ah, pas si loin que ça, mais tu verras, ça vaut la peine de marcher un peu. Oh, dites, monsieur, où on va? Au Puy d'Enfer. Mais qu'est-ce que c'est? Tu verras, je te dis. Avec le temps qu'il fait, c'est le jour ou jamais. La colonie se met en route en chantant, les gosses intrigués, ravis. Voilà la mer à l'horizon, grise et déchaînée. Sur le rivage, un plateau rocheux, avec en fond de décor des pins. Le moniteur est heureux de faire partager aux enfants son goût de la nature. C'est beau, hein? Et le Puy d'Enfer, où il est? Une minute, suivez-moi. Le groupe s'avance sur le plateau. En plein milieu, un trou. Une sorte d'entonnoir qui s'emplit à marée haute, se vide à marée basse par de multiples canaux souterrains. L'eau bouillonne là-dedans par vagues qui avancent et reculent, éclatant sur les cailloux en gerbes d'écume blanche. Ah, le moniteur n'a pas menti, le Puy d'Enfer par mauvais temps vaut la peine d'être admiré. La mer gronde en arrivant, gémit en se retirant. Et juste comme l'eau se retire, aspirée par le gouffre, plusieurs enfants poussent d'un cri. Ils viennent d'apercevoir le corps d'un noyé ballotté au gré des flots. Le moniteur aussitôt ordonne de faire demi-tour et de rentrer à la colonie. Il confie à un assistant la direction du groupe et se précipite, lui, aux Sables d'Olonne, afin d'alerter la gendarmerie. Quelle est la victime du Puy d'Enfer? Les gendarmes et les pompiers des Sables d'Olonne arrivent au Puy d'Enfer. Repêcher le cadavre qui se trouve au fond du gouffre n'est pas une petite affaire. Un pompier y descend suspendu à une corde, il agrippe le corps pour empêcher que le reflux l'emporte, il crie « Il y a une malle aussi !»« Quoi? Une malle? Une malle en osier, là, coincée derrière le rocher !» La mer continue de se retirer. En attendant un moment, on va pouvoir prendre pied au fond, ce sera plus facile. Une heure plus tard, la malle et le cadavre sont remontés. La victime est un homme d'une 60aine d'années, les mains et les pieds liés avec de la ficelle, un mouchoir noué autour du cou qui a dû servir de bâillon. Ce n'est pas un accident, c'est un crime, constate le capitaine de gendarmerie. Il faut prévenir le commissaire principal. Celui-ci ne tarde pas à se présenter sur place, suivi de 5 inspecteurs. Leurs déductions sont simples. Une fois la malle jetée dans le gouffre, son couvercle s'est ouvert. Le corps qui se trouvait à l'intérieur a été éjecté. Il reste des choses dedans, commissaire, vous avez vu? Quoi donc? Des draps, un peignoir de bain, une veste, une cordelette et un rouleau à pâtisserie. Il a dû servir à l'assommer. Et sur lui, vous avez trouvé quelque chose? Rien. Sauf que sur les boutons de son pantalon, il y a gravé l'adresse d'un tailleur. Vous l'avez noté? Oui. Marius, tailleur, 80 rue Jouffroy, Paris 17e. L'inspecteur Penn de l'identité judiciaire a relevé, lui, les traces de pneus d'une voiture, puis celles des barres de bois qui soutiennent le fond de la malle en osier. La voiture s'est arrêtée là-bas, au bout du chemin. On a traîné la malle jusqu'ici. Vous dites qu'on l'a traînée. Ah, c'est absolument sûr, commissaire, voyez vous-même. Le commissaire va voir, fait les 100 pas. Puis, dit en souriant, « Merci, inspecteur. » C'est bon, c'est bon. Quand le commissaire souriait, c'est qu'il venait de découvrir quelque chose. Vous avez une idée? Oui, mon vieux. L'assassin est une femme. Il n'explique pas pourquoi à ses collaborateurs. Il m'en gardait avec eux un peu de distance et surtout de mystère, pour son standing.
Il avait réfléchi. De deux choses l'une. Ou bien l'assassin était seul, et c'était un homme capable de tirer 80 kilos, de les soulever par endroits. Ou bien deux personnes se sont chargées de la besogne, mais pas deux hommes, car à deux, ils auraient pu porter la malle. Puisque celle-ci a été traînée, l'une des deux personnes au moins était une femme. Le commissaire n'a pas dit son dernier mot. Il veut réexaminer lui-même les vêtements du mort. Oui, cette histoire de boutons gravés avec l'adresse du tailleur indique qu'il ne s'agit pas de vêtements de confection. La victime devait s'habiller sur mesure, et dans ce cas, les tailleurs inscrivent souvent le nom de leur client sur une patte de toile à l'intérieur d'une poche. Le commissaire retourne une poche et lit « E.R. Tellier, 64 rue Jouffroy, Paris ». Bravo, commissaire. Avoir trouvé si vite le nom de la victime et découvert que son assassin est une femme, cela n'arrive d'habitude qu'aux vedettes des romans policiers. La police judiciaire parisienne est alertée. Le jeudi 10 février, deux inspecteurs vont voir la concierge de l'adresse indiquée. « Monsieur Tellier, bien sûr qu'il habite ici. Justement, je me disais, c'est drôle, je ne l'ai pas vu depuis dimanche. » Ah, il a dû partir en voyage sans me le dire. « Et au début de la semaine, vous n'avez rien remarqué, madame? Dites-moi, il lui serait pas arrivé malheur? Je vous demande s'il s'est passé quelque chose lundi ou mardi, par exemple. » « Ah, mardi, oui, la bonne est partie. Elle est venue me dire au revoir, ça m'a étonné qu'elle s'en aille. Monsieur Tellier me disait, c'est une perle, je la soigne parce que j'en trouverai jamais une autre comme elle. » Ah, ça, en effet. Vous dites? Rien. Comment s'appelait-elle? Simone. Simone R. Vous me permettrez de respecter l'anonymat de cette personne et de ses complices. Pardon, madame la concierge, elle avait des bagages. Ah oui, ça, elle en avait. Il a fallu 2 hommes pour les transporter. Des valises et une grosse malle en osier. Le lendemain matin, vendredi, Henri C. se présente au commissariat de la rue Laborde. C'est un chauffeur qui travaille pour SVP. En lisant le journal, il a appris la nouvelle de l'assassinat de M. Tellier. Ah, c'est moi, monsieur le commissaire. C'est moi qui ai transporté la malle au Sables d'Olonne. C'est même moi qui ai aidé à la jeter dans le puits d'enfer. Je vous jure bien que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais enfin, ça ne vous a pas paru bizarre? Un peu lourd, tout de même? Oh ben si, bien sûr. Ah, sur le moment, j'ai pas réfléchi. La cliente m'a dit que c'était des explosifs, qu'il fallait qu'elle s'en débarrasse pour ne pas avoir d'ennui. Elle devait les vendre. Elle avait été prise dans un mauvais coup, elle risquait gros. Elle était bien brave. Alors j'ai voulu l'aider. Alors je dis pas que j'ai eu raison, remarquez, hein. Et ensuite? Comment ça? Ah, qu'est-ce que vous avez fait ensuite avec votre cliente? Ah, je l'ai ramenée à Paris. On a dîné sur la route. Ah ça, alors, vraiment, j'aurais jamais cru à la voir. Elle me paraissait un peu folle, mais tout de même. Vous l'avez déposée où? Au métro, à l'Opéra. Mais je dois la revoir, hein, si c'est ça qui vous intéresse. Elle a téléphoné au bureau. Faut que j'aille ce soir à 8h chez un avocat, Maître Herman. 7 rue de... Attendez, j'ai noté. 7 rue de Villers-Sexel. La police, bien entendu, est au rendez-vous. Simone R. est arrêtée dans la rue au moment où elle s'apprête à entrer dans l'immeuble. Qui donc est cette femme? Voilà une femme, Simone R., qui tue son patron, le met dans une malle, organise une expédition jusqu'au puits d'enfer, et cela en voiture de location avec chauffeur, qui donne rendez-vous à ce chauffeur chez un avocat. Autant se jeter elle-même dans le gouffre, dans la gueule du loup. Interrogée par le juge d'instruction, elle nie l'évidence, incapable par ailleurs de donner le moindre alibi, la moindre explication. Elle s'enferme dans le silence et ne fait que répéter « Je suis innocente ». Des médecins l'examinent. Non, elle n'est pas folle. Hystérique, peut-être. Exaltée, mégalomane par moments. Malheureuse. Désespérée, certainement. Le juge parle d'elle avec sa mère, Madame C., qui habite en Vendée un château, enfin, en fait une maison cossue, entourée de vignobles. Je ne reconnais plus ma fille, monsieur le juge. Elle est si bien élevée. Mais enfin, depuis quand est-elle au service de monsieur Tellier? Quelques mois. Vous savez, depuis son retour d'Espagne, je ne la voyais presque plus.
Elle ne prenait même pas de nouvelles de sa fille, Françoise, qui vit avec moi. Elle était gouvernante chez ce monsieur, un homme âgé qui avait besoin de quelqu'un pour lui tenir sa maison. Vous dites qu'avant, elle habitait en Espagne. Oui, la Catalogne. Elle s'est mariée en 1932 là-bas avec un propriétaire terrien plus âgé qu'elle, mais qui l'a rendue heureuse, très heureuse, jusqu'à la guerre civile. Ah, cette guerre! Son mari a dû la faire avec les républicains, malheureusement. Vous comprenez, en vivant près de Barcelone, on n'avait pas le choix. Bref, à la victoire de Franco, le pauvre homme a dû s'exiler. Il est parti au Chili. Ma fille devait l'y rejoindre. Un jour, elle a reçu un avis officiel. Son mari venait de mourir d'un cancer. Elle était restée en Espagne? Oh, vous n'y pensez pas. C'était impossible. Elle est venue se réfugier chez moi avec notre petite Françoise. Elle est retournée en Espagne après l'amnistie accordée par Franco, pour vendre ce qu'elle pouvait et récupérer un peu d'argent. Car, vous savez, là-bas, avant la guerre, elle était très riche. C'est ça, monsieur le juge, qu'elle n'a pas pu supporter. La mort de son mari et la pauvreté. La mère de Simone R. se met à pleurer. Elle n'avoue pas tout. La déchéance de sa fille, qui, pour oublier ses malheurs, s'installe à Paris, commence par se droguer et fit des aventures sordides. Le juge a fait relever les emplois occupés par la meurtrière depuis son retour en France. Des emplois où elle ne fait que passer, car les employeurs ne peuvent la supporter longtemps. Professeur d'espagnol dans une école libre du 6e arrondissement, secrétaire dans différents bureaux, collaboratrice d'un notaire en banlieue, puis d'un avocat, celui qui est allé relancer après le drame. Est-ce que vous savez, madame, comment votre fille a connu M. Tellier? Non, je ne sais pas. Probablement alors seulement par la petite annonce que M. Tellier avait publiée dans la presse. Et Philippe B. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom-là. Le juge a pitié. Il ne dit pas à sa mère que Simone utilise aussi autrement les petites annonces. Elle en a mis une dans un journal du soir. Cherche quelqu'un capable d'exécuter mission dangereuse, France ou étranger. Philippe B. s'est présenté, un aventurier, jeune, beau garçon. Simone et Philippe se sont plu tout de suite. Se sont-ils aimés? Oui, dans le sens où une femme de 40 ans ne résiste pas au charme d'un homme séduisant plus jeune qu'elle. Non, si l'on considère l'attitude des amants pendant et après le drame. Simone R. a décidé de s'emparer de la fortune de M. Tellier. Elle s'est fait signer une procuration pour la banque, plusieurs chèques pour faire face aux premiers frais. Elle s'organise seule d'abord. Par l'intermédiaire du frère d'une amie d'enfance, elle achète une auto, une grosse voiture, où l'on puisse mettre une malle. Il faudra aller jusqu'au Puy d'Enfer, cet endroit où Simone, enfant à l'époque où elle était élève des Bonnes Sœurs du Collège des Sables d'Olonne, allait en excursion. Qui conduira la voiture? Philippe. Qui aidera à transporter la malle? Philippe. Et une fois le coup réussi, les meubles, les titres, les actions de M. Tellier vendues, avec qui émigrer au Mexique, retrouver dans ce pays le rêve espagnol perdu? Avec Philippe. Seulement, Philippe B., s'il se laisse tenter au début, se sauve dès qu'il est mis en face de ses responsabilités. Il n'y a plus de transporteur pour la malle, plus de chauffeur pour la voiture, plus personne. Alors, allô SVP? La célèbre firme rend toujours à ses clients les services qu'ils attendent, mais ne peut évidemment être en aucun cas complice d'un crime. Le coup de téléphone de Simone R. l'a perdu. Aux assises de la Seine, maître Raymond Hubert défend Simone R. Il plaide qu'il faut être galant et gentil avec elle parce qu'elle est malheureuse et irresponsable. René Floriot, lui, défend Philippe B. Je ne peux résister au plaisir de le citer. Les policiers se disent « Voilà un salaud qui a tué un homme. » Sa complice même l'a avoué. Notez qu'on a trouvé dans la malle du Puy d'Enfer, outre un cadavre, une cordelette et un rouleau à pâtisserie. L'autopsie n'est pas encore faite. Les policiers sont donc fondés à croire Philippe B. a assommé le vieillard avec le rouleau et l'a ficelé avec la cordelette. Le malheur, c'est que l'autopsie prouvera que ni la cordelette ni le rouleau n'ont servi. Il y a mieux.
Et le coup d'échec. Au moment de l'interrogatoire de Philippe B., les policiers savent que 4 chèques ont été encaissés, un par Philippe B., les 3 autres par Simone R. Philippe B. dit « Tellier, la victime, n'a signé qu'un chèque et je suis parti avec. » Ah bon? Il n'a signé qu'un chèque. Et les autres? L'expertise prouve qu'ils ont été établis et signés par Simone R. Eh bien, vous me permettrez, messieurs les jurés, de vous dire que je vois là la preuve de l'innocence de Philippe B. Non seulement il n'a pas été le complice d'un crime, mais il n'était pas là quand M. Tellier est mort. Il était là pour lui faire peur, pour l'extorsion des fonds. On me dit une pareille femme n'a pas pu assommer seule un homme même âgé. Elle n'a pas pu seule porter le cadavre dans ses bras et le jeter dans un panier d'osier. Mais qui vous dit que M. Tellier a été assommé? L'autopsie dit pas de traces de coups. Par contre, traces d'éther. Et si M. Tellier était mort par suffocation? Reste l'argument de soulever le corps et de le porter jusqu'à la malle. Qui vous dit qu'au lieu de porter le corps dans la malle, Simone R. n'a pas porté la malle auprès du lit, auprès du corps? De ce moment, il suffit d'un mouvement que pourrait faire un enfant pour laisser tomber le corps dans le panier. Le recroqueviller ensuite est bien plus une question d'adresse que de force musculaire. Maître Floriot, une fois de plus, vient de sauver la tête d'un de ses clients. Philippe B. n'est condamné qu'à 20 ans de travaux forcés. Simone R., elle, est condamnée à mort. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.